Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux. Là. Je suis très impressionné par la salle presque pleine. Je m'appelle Étienne de Suzanne et je suis responsable de l'informatique du groupe Euromaster. Vous m'entendez bien, ça va? Ouais, c'est parfait. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une expérience scientifique. On va regarder ce qui se passe dans la tête d'un manager command and control à tendance légèrement militaire quand il est exposé à des méthodes agiles puis des méthodes lean. Ce cobaye, c'est moi. Et je vais vous partager ce que j'ai vécu. Et dans un deuxième temps, on va regarder ce que ça fait sur l'entreprise. Quel est le résultat en fait? Est-ce que ça change quelque chose? Et si oui, quoi? Ce que je vous propose, c'est qu'à tout moment, s'il y a une question de compréhension, si je ne m'exprime pas clairement ou s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, dites-le moi et on les explique. Et on garde des questions plus de fond sur les résultats, le débat, etc. Pour la fin, on va se garder 10 minutes à la fin pour un temps de questions-réponses. Donc l'histoire, elle commence pas très loin d'ici, à Créteil. Mon premier job, c'est de m'occuper des bouchons sur les autoroutes en Île-de-France. Alors oui, c'est un produit, un résultat exceptionnel. Mais à ce moment-là, j'ai fait faire des logiciels de gestion du trafic routier, donc du calcul de temps de parcours, l'affichage sur les panneaux, des stats pour bison futé, etc. Et en fait, j'ai passé des appels d'offres publics pour réaliser des logiciels. Et alors la commande publique, elle a plein de qualités, mais elle n'est pas très souple. Ce qui n'est pas dans le cahier des charges, c'est pas livré, et c'est un cycle en V, c'est une caricature de cycle en V. Donc ça m'a un peu formaté. Au bout de 6 ans, j'ai rejoint le groupe Michelin à Clermont-Ferrand et j'ai fait une carrière tout à fait normale de manager informatique. D'abord chef de projet, puis lapsus. Puis je me suis occupé de grands programmes. Alors dans 2 grands domaines, je me suis occupé de la distribution des pneus, d'avoir le bon pneu au bon moment pour le bon client. Et je me suis occupé des offres de services aux flottes. Donc c'est des offres de leasing de pneumatiques où Michelin reste propriétaire du pneu et facture des kilomètres roulés. En 2008, je suis parti aux États-Unis. Je me suis occupé de l'équipe informatique qui s'occupait de tous les logiciels de supply chain et de logistique. J'ai fait ça 3 ans. Je suis revenu en France. Et là, j'ai eu la chance de travailler sur un grand programme de changement profond du service au client. Un programme de plusieurs centaines de millions d'euros, une roadmap de 10 ans. On fait l'analyse d'architecture, on structure le delivery en projet, on met en place un système de contrôle par jalon, de checklist, une assurance qualité. Et je suis en train de staffer les équipes, donc je suis en plein ramp-up de staffing. Et c'est le moment que la direction informatique du groupe choisit pour m'envoyer un jeune consultant, Nicolas, qui vient m'expliquer que je serais beaucoup plus efficace si j'utilisais des méthodes un peu plus agiles. Alors, avec ce système de pilotage extrêmement structuré, la dernière chose dont j'ai envie, c'est qu'il y ait un jeune voyou qui vienne desserrer des boulons un peu partout sans que je puisse le maîtriser. Je perçois immédiatement Nicolas comme une menace. Et comme il vient de la direction, je ne peux pas juste le rejeter. Et donc, je vais avoir une ruse pour m'en débarrasser. Je l'affecte sur un projet dont je suis sûr qu'il va se planter. Technologie nouvelle, process métier nouveau, impact client direct. Tout ça, ça n'a jamais été testé et on a 6 mois pour délivrer. En cycle en V, il n'y a juste aucune chance que ça marche. Et quand je fais ça, j'ai une double intention. À minima, j'espère que Nicolas va s'épuiser à essayer de faire marcher ce projet qui ne peut pas fonctionner et je le renvoie à son expéditeur sous 3-4 mois. Au mieux, si le projet se crache et que ça fait trop de bruit, je mettrai ça sur le compte de ces nouvelles méthodes pas sérieuses et je vais m'engager à remettre le projet sous contrôle avec les vraies méthodes de command and control, celles qui marchent. Donc c'est une approche très cynique, mais il se passe un truc bizarre. C'est que je fais ça et j'entends plus parler du projet. Silence. Un projet qui se crache, ça fait du bruit, on entend parler. Hein. Là, rien. Je vais poser des questions. Ça va le projet? Ouais, super. Puis au bout de 3 mois, j'acquiers la conviction qu'ils sont en train de m'enfumer. En fait, le projet ne peut pas fonctionner. Ils me disent que tout va bien, donc je décide d'aller voir ce qui se passe sur le plateau projet. Donc au moment où je vais pousser la porte, ce que je m'attends à trouver, c'est des équipes en tension, des situations conflictuelles, un commanditaire frustré, une situation de projet qui ne va pas bien. J'ouvre la porte du plateau projet
Et là, ce que je découvre, c'est des post-it. C'est la grotte de Lascaux, il y en a partout, il y en a sur les murs. Ils ont fait un canard avec des post-it jaunes sur une des fenêtres. Et alors, il y en a 2 dans un coin qui sont en train de scotcher des bouts de laine rouge entre des post-it. N'importe quoi. On a des outils de planification pour faire ça. Néanmoins, il y a un truc qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas de conflit. C'est pas tendu. C'est même studieux. Ça bosse. Ça sent un peu le cerveau même dans ce plateau-là. C'est bizarre. Je décide d'aller voir le commanditaire. Donc là, je m'attends à me faire jeter. Donc casque lourd, bouclier. J'avance voir le commanditaire. Et là, surprise, le commanditaire dithyrambique. Super projet, ça se passe très bien. Coopération, valeur. On va en prod dans 3 semaines. Ah, j'ai une angoisse, c'est pas possible qu'on aille en prod dans 3 semaines. Et là, j'ai un choc, en fait. Un double choc. Le premier, j'ai peur. Parce que j'ai le sentiment, je réalise que je suis en train de passer à côté d'un truc énorme. J'ai l'impression d'être Kodak devant l'appareil photo numérique qui se dit « Oh, définition pourrie, ça ne marchera jamais, continuons à faire des pellicules ». Alors, j'ai ça, et puis en même temps, j'ai un éblouissement. Je me dis « Mais si ça a fait ça sur ce projet qui était condamné, ou qui n'allait pas marcher, quoi, qu'est-ce que ça pourrait faire à l'échelle du programme ?» Donc là, du coup, j'attrape Nicolas, je suis encore un peu goguenard à ce moment-là. Je lui dis hey, « Nicolas, viens voir, alors, explique-moi ton truc, là, post-it, bout de laine, machin. Hein. » Et alors, heureusement, Nicolas, lui, n'est pas cynique, il m'explique. Et je comprends la potentialité de la transformation, et ensemble, on va déployer la méthode agile sur l'ensemble du programme, faire une transformation safe. Et ça marche très très bien, à l'exception d'un déploiement difficile en Amérique du Nord, on livre tous les projets on time, on budget, avec la valeur attendue. Et j'avais juste jamais fait ça dans ma carrière. Alors tout le monde est super content. Tout le monde est super content, sauf moi. D'abord, c'est quand même un peu vexant ce truc, ça fait 15 ans que je me plante et je ne m'en étais pas aperçu. Et puis, je ne comprends pas pourquoi ça marche. Je vois bien que ça marche mieux, mais je ne comprends pas pourquoi. Et donc, je bombarde Nicolas de questions. Il répond du mieux qu'il peut, et au bout d'un moment, il me dit « Écoute, Étienne, là, t'en sais autant que moi. Si tu veux aller plus loin, il faut que tu découvres le lean management. » Il dit « Va à Paris, chez Catherine Chabiron et Michael Ballet, et va te former au lean management. » Alors là, les bras m'en tombent. Je viens de me prendre l'agile pleine face. Il me parle de lean management, il me parle de Toyota. Qu'est-ce que Toyota vient faire là-dedans? Je ne fais pas des voitures, je fais de l'informatique. Je ne comprends rien. Mais néanmoins, j'ai appris à faire confiance à Nicolas et je fais ce qu'il me dit sans comprendre. Donc j'y vais, je me retrouve au milieu de 40 industriels qui parlent de problèmes de stabilité de température de four en cuisson, d'oxydation à l'intérieur des tubes cuivre excités en hyperfréquence. Je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Mais il y a un truc génial, c'est que je découvre le lean dans son jus industriel. Et ça, c'est super. Alors les industriels, ils sont comme nous, ils font des bugs. Un bug en industriel, c'est une pièce fautée. Et le gros problème, c'est qu'il faut la mettre quelque part. Donc ça prend de la place, hein, ça peut être petit ou gros, donc on la pose. Et une usine, ça crache. Donc quand ça se met à faire des pièces fautées, ça en fait beaucoup. Et ça fait des tas comme ça. Et le chef d'atelier, tous les matins, quand il rentre dans son atelier, il voit son tas de pièces fautées. Il passe devant, il ne peut pas l'ignorer, et ça grandit tous les jours. Moi, les bugs, je ne les vois pas. Hein. Ils sont dans Jira ou dans ServiceNow, j'y vais pas tous les jours. Et même si j'y vais, c'est compliqué, il faut faire un rapport, des filtres, il faut avoir les droits, etc. Donc en vrai, je ne les vois pas, quoi. Donc si je ne les vois pas, ce n'est pas mon problème. Le chef d'atelier, lui, il voit sa pile de pièces fautées tous les matins. Et pendant 1 an, je fais ça, je fais des parallèles entre l'industrie et l'informatique, le petit train, la CI/CD, etc. Et alors je finis le CES Lean, je sors de là, bon dernier d'ailleurs, par la petite porte, mais quand même je le fais. Et Michelin doit me faire vraiment confiance parce qu'à ce moment-là, il me confie la direction d'une équipe IT qui travaille sur la data. Donc c'est l'équipe où on va fabriquer les data lakes, c'est l'équipe qui s'occupe de l'intégration, etc. pour l'ensemble du groupe. C'est un job passionnant, hein, je saute dessus, je suis super content. J'ai ma belle médaille de Lean Manager et je me dis, je vais faire une équipe de direction Lean, chouette. J'y vais et ça foire. Alors ça foire complètement, pourquoi? Parce que, et c'est la première leçon que j'apprends, c'est que j'ai essayé de changer mon équipe de direction avant de me changer moi-même. Ce n'est pas au bout de quelques mois de formation Lean qu'on est un manager Lean, c'est une transformation très profonde, très copernicienne en fait, et je pense sincèrement qu'on ne peut pas y arriver tout seul.
C'est la deuxième leçon, il faut commencer par soi-même, il faut être exemplaire, c'est indispensable, et il faut se faire aider, il ne faut pas y aller tout seul. C'est pas possible de se changer tout seul, c'est vraiment trop dur. Enfin, moi, j'y suis pas arrivé. J'ai rajouté un petit mot qui est Hi Sensei, ça veut dire oui maître. Alors, pour un manager qui a 20 ans de bouteille, un petit peu d'ego, d'avoir un jeune freluquet qui vient donner des conseils sur des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec la préoccupation du moment, arriver à... Et en plus, il est incapable de prédire le résultat qui va en sortir. Hein. Il dit, il faut faire ça, il faut que tu ailles faire un gamba à tel endroit, mais pourquoi et qu'est-ce que ça va faire, on ne sait pas. C'est un peu difficile quand même. Voilà. Donc il faut une certaine dose d'humilité, d'abnégation pour écouter son sensei ou son coach. Et en fait, c'est indispensable. Et aussi, il ne faut pas lui tirer des baffes. Parce que, alors, quand on est manager, on a la parole, on sait parler, et donc on sait recadrer quelqu'un assez facilement avec des mots. Et quand on est irrité, on a tendance à le faire mal et à le faire de manière brutale. Il ne faut particulièrement pas le faire avec le coach. Parce que son job, c'est de venir en travers, de venir bousculer, de venir irriter. C'est toujours au mauvais moment, en fait. Ça ne peut pas tomber au bon moment. Et il faut accepter ça en permanence à côté de soi. Et sinon, si on ne le fait pas, on ne change pas en vrai. Donc c'est indispensable. Et ce n'est pas facile. Le deuxième point, c'est que j'ai souvent vu à Michelin faire des transformations où il y a 1-2 coachs qui viennent et qui transforment à la fois l'équipe et son manager pendant quelques mois. On réorganise le système de production en agile ou en ligne. Et puis au bout d'un moment, ils s'en vont, alors ils sont en accompagnement léger. J'ai trouvé ça personnellement peu durable. En fait, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'au mieux, le manager va essayer d'accompagner la transformation, mais il est transformé. Ce n'est pas lui qui transforme son équipe accompagné d'un coach. Et c'est important parce que du coup, il subit beaucoup. Ce n'est pas son mode de management qui l'amène, mais il subit la transformation. Et très vite, quand le coach va partir et que les premières difficultés vont arriver, il va revenir sur ses anciens réflexes. Et au pire, il est aussi cynique que moi il y a quelques années et il va carrément saboter le truc. Donc en fait, j'ai approché ça de manière un peu différente. Ce que je fais, c'est que je fais ce que j'ai fait pour moi, c'est-à-dire que j'organise un an de formation en ligne, je mets les managers ensemble dans une académie. Donc là, on l'a lancé avec Sophie Dufaux, qui est un consultant interne à Michelin, et puis le cabinet Operae. Et on a formé les managers au lean en leur donnant un an d'avance, en fait, pour qu'ils puissent absorber la méthode et être capables ensuite d'en faire leur mode de management et de la restituer à leur équipe et d'emmener leur équipe avec eux. Et le dernier point, c'est qu'en informatique, on a une chance assez incroyable, c'est qu'on a énormément de problèmes. Et c'est une source de valeur et un moyen très facile de démarrer en ligne, en fait. Ce que je vous propose, c'est que on commence à regarder un petit peu les résultats, ce que ça a fait, là, ce voyage et cette transformation et ces premiers pas en ligne. Alors, ce que vous voyez ici, alors tous ces indicateurs sont construits de la même façon. À gauche, c'est le passé. Donc vous allez voir année par année une colonne avec le résultat. À droite, c'est l'année en cours, mois par mois. Il y a 12 colonnes. Si la colonne est rouge, c'est qu'on n'a pas atteint l'objectif. Si elle est bleue, en fait, c'est du vert. Je suis daltonien, donc je ne vois pas la différence entre le vert et rouge. Donc chez moi, c'est bleu et rouge. Et si elle est bleue, c'est qu'on a atteint l'objectif. Ce qu'on observe ici, c'est le nombre moyen d'incidents tous les mois. C'est-à-dire le nombre de fois où un utilisateur a dû appeler le support et nous dire « les gars, ça ne marche pas, je ne peux pas bosser, c'est coincé, c'est cassé, etc. » Il n'y a pas les alertings, il n'y a pas les incidents automatiques. Il n'y a que les cas où un utilisateur est impacté. Et vous voyez qu'en 2018, quand on démarre, en moyenne, il y a 568 incidents tous les mois. 568 fois, tous les mois, un utilisateur nous appelle en disant « je ne peux pas accéder à la BI, je ne peux pas éditer mon rapport, etc. etc. » On se lance dans une démarche de résolution de problèmes, PDCA, QRQC, etc. Et au bout d'un an, on arrive à réduire ce nombre à 457, c'est-à-dire qu'on économise 111 incidents, on évite 111 incidents tous les mois en moyenne. Ça fait moins 20%, bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bof, quoi. Enfin, finalement, est-ce que c'est si bien que ça? Alors là, je me retrouve avec mon chef qui me dit « Bon, Étienne, tu crames une fortune en Kaizen.
Alors, le temps Kaizen, alors, quand je lance la démarche de résolution de problème, j'essaye de sacraliser une demi-journée par semaine où on arrête de produire des projets et on travaille à s'améliorer, à résoudre nos problèmes. C'est très très difficile. En informatique, on pointe le temps qu'on passe, on l'affecte à des projets. Et on a tendance à saturer le temps en affectant tout le temps à des projets. Et on a le syndrome du bûcheron qui n'a pas le temps d'aiguiser sa scie. Quand on le dit comme ça n'a pas de sens, mais c'est une réalité en fait. C'est très très dur d'arriver à ce que les équipiers arrêtent de produire pendant une demi-journée et résolvent les problèmes. Ils ont l'impression de voler la boîte, de ne plus bosser. Ils l'utilisent pour finir ce qu'ils étaient à la bourre, mais pas pour résoudre des problèmes. Je trouve ça très difficile. Mais néanmoins, je fais ça. Ça a un coût, parce que quand on a une équipe de plusieurs centaines de personnes, on sacralise une demi-journée par semaine, ça fait 1 million d'euros, dans le cas où on est là. Donc j'ai investi 1 million d'euros, et mon chef me dit, bon, Étienne, tu as investi 1 million d'euros, mais ils sont où les résultats là? Et donc je me trouve face à la difficulté de justifier cette démarche Lean, en fait. Et alors, il y a la mauvaise méthode qu'on s'est à dire, ouais, moi je le fais, mais les autres ils ne le font pas, chef, et c'est vachement mieux, moi. Mais bon, ça ne marche pas, bien sûr. Et donc, on a essayé de valoriser, de se dire, mais finalement, qu'est-ce que ça rapporte à la boîte? Alors, ce qu'on a fait pour ça, on a calculé le temps passé par les informaticiens à résoudre un incident et le temps passé par les utilisateurs à l'éviter, le contourner, retraiter les données, refaire des trucs qui n'avaient pas marché, etc. Donc, c'est purement du temps passé valorisé à la masse salariale. Et on ignore l'impact sur les stocks, on ignore l'impact sur les clients, on ignore l'image de l'entreprise. Tout ça, on ne compte pas parce que c'est sujet à discussion. On prend purement ce qu'on sait compter et on prend les valeurs les plus basses possibles pour que ce soit raisonnable. Et on arrive à peu près à ces chiffres-là, c'est-à-dire à une sévérité 1, les plus graves, c'est 10 000 euros. Et ainsi, on les dégrade jusqu'à la sévérité 4 qui est à 250 euros. On connaît la répartition des 111 incidents qu'on évite. Et donc, quand on valorise ces 111 incidents au coût unitaire d'incident, on obtient à peu près un demi-million par mois, c'est-à-dire 6 millions d'euros au bout de 2 ans. Donc là, on a une démarche où en investissant 2 millions d'euros de Kaizen pendant 2 ans, on a un payback de 6 millions d'euros en cost avoidance. Ce n'est pas vraiment du saving, c'est parce qu'on ne va pas sortir les gens, c'est du cost avoidance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps-là? Parce que 6 millions d'euros, ça commence à faire. En fait, ils sont dans le budget, les gens sont disponibles pour faire quelque chose. Eh bien, on va engager des démarches de qualité, de l'automatisation, de l'alerting, du monitoring, du self-healing, des résolutions automatiques de problèmes. Et la machine s'emballe et de plus en plus, on améliore la qualité, on évite les incidents. Ma conclusion, c'est que si vous faites du Lean, même si vous faites que de la résolution de problèmes, il y a déjà un payback monstrueux, en fait. Alors, il y a un bouquin qui parle de mine d'or dans le Lean. Et en fait, c'est vrai. C'est que quand on commence à toucher à la qualité et au nombre d'incidents, il y a une vraie mine d'or. Moi, je ne le croyais pas quand j'ai lu le livre. Je me suis dit, ouais, c'est une image, mais en fait, c'est vrai. Ça crache vraiment, quoi. Alors, à ce moment-là, je travaille avec Pierre Janès, qui est juste dans la salle à côté en train de plier des cocottes. Et un jour, il me dit, Étienne, il faut que dans ton visual management, tu fasses un mur client. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on ne sait pas trop quoi faire, mais bon, je fais ce qu'il me dit, c'est Hi Sensei. Donc, c'est la première étape, c'est ce que vous voyez à gauche, là, le brown paper. Donc, on met un beau titre client en haut. À ce moment-là, on se dit que nos utilisateurs, nos clients ne sont pas contents, donc on met un smiley rouge. Et puis, vous voyez ici, là, un ambitieux plan de mesure annuel avec 3 mesures. Parce qu'on n'allait jamais voir les clients pour leur demander ce qui se passe. Alors, par contre, eux nous écrivent. En général, ils nous écrivent quand ils ne sont pas contents. Là. Et c'est ce qu'on fait, on imprime les emails d'engueulade et on les colle sur le brown paper pour faire plaisir à Pierre, pour faire quelque chose parce qu'on ne savait pas quoi mettre sur ce mur client. Et on fait ça. Alors après, la deuxième génération, c'est le tableau magnétique qui est au milieu. Donc vous voyez qu'on a toujours notre plan de mesure, mais là on a un truc, c'est le premier NPS. On fait un NPS, c'est la première fois. Et ici, vous ne le voyez pas, mais il y a 15 pages de verbatim imprimés. Parce qu'en fait, quand on a posé la question aux utilisateurs, ils avaient des tas de trucs à nous dire, ils nous ont répondu. On s'est retrouvé face à plusieurs centaines de verbatim dont on ne savait pas quoi faire. On n'avait pas du tout prévu ça. Bon, donc pour faire plaisir à Pierre, on l'a collé sur le mur client. Et puis après, on s'est mis un peu au boulot. On les a analysés, on a fait des Pareto, on a trouvé qu'il y avait des têtes de Pareto, on a commencé à résoudre les problèmes de nos utilisateurs.
Mais pour nous, c'était très nouveau. La troisième génération, c'est la version digitale. Le Covid est passé par là, donc on a dû numériser notre OBIA, en fait. Et vous voyez qu'il commence à y avoir des mesures récurrentes, 2 fois par an pour ceux qui sont encore en 2 releases par an, à chaque sprint pour ceux qui sont en sprint. On compte combien d'enquêtes clients on fait, et vous voyez qu'on arrive à en faire jusqu'à 17 par mois dès le mois d'août, en partant de 0. Et puis on a nos premières mesures de NPS, elles sont là. On avait démarré à -4 l'année d'avant. Et vous voyez, alors on se fait plaisir au début, hein. On va vers les clients les plus sympas, dont on sait qu'ils vont bien répondre, donc on démarre avec des NPS à 75, 50 et tout va bien. Puis au fur et à mesure qu'on avance, on tombe sur les cas durs, voire les franchement pas contents, ici. Et là, c'était tout bête. C'est une fonctionnalité super importante que les utilisateurs attendaient, qu'on avait développée, mis en prod, et qu'ils n'utilisaient pas. Mais on ne le savait pas. Comme ils ne voyaient pas la fonctionnalité, il n'y avait pas de ticket dessus, pas de nouvelles. Quand on leur a posé la question, ils se disaient « impossible, ça fait 1 an qu'on attend cette fonctionnalité, toujours pas là et tout ». Et en fait, elle était en prod. Sauf qu'on avait oublié d'ouvrir les routes réseau dans les firewalls pour qu'on puisse y accéder. Donc personne n'y accédait, c'était aussi con que ça. Et en 3 jours, c'était résolu. Hein. Mais on ne le savait pas, en fait, on ne le voyait pas. En fait, en adressant nos clients, on découvre des gisements de valeur très très simples, accessibles très facilement, et on arrive à améliorer le NPS. Alors au début c'est très facile, après c'est un peu plus dur évidemment, parce qu'on tombe sur des cas profonds difficiles. Donc le fait de voir son client et de voir sa satisfaction et de voir dans l'OBIA sa présence, ça le rend très réel. Très souvent, surtout dans un groupe mondial comme Michelin, on ne voit pas ses clients parce qu'ils sont dans des directions métiers à plusieurs endroits sur la planète, aux États-Unis, en Chine, en Thaïlande, etc. Donc on les rencontre assez peu en fait. Et le fait de les avoir dans l'OBIA, chaque fois qu'on fait une équipe de direction présent avec nous, ça a une vraie valeur. Parce que ce qu'on voit, on s'en occupe. Souvenez-vous du tas de pièces, du tas de defects. Si je ne le vois pas, je ne m'en occupe pas. Le client, c'est pareil. C'est pas facile, mine de rien, là. Il y a 2 ans de boulot entre la version brown paper où on ne savait pas quoi faire et puis un plan de mesure un peu structuré avec des NPS qui tirent du progrès. Il y a 2 ans de travail. C'est long, en fait, de s'y mettre. Donc j'ai appris l'importance du visual management. J'ai appris autre chose, c'est que utiliser la mesure comme seul juge de paix de la réussite a énormément de valeur. Parce que ce n'est pas émotionnel. C'est juste un métrique. Ça marche ou ça ne marche pas, c'est comme ça. Et on peut attaquer les causes racines sans rentrer dans des conflits de position, de pouvoir, de ressenti, de choses comme ça. Et donc ça aide à faire du progrès très vite. Il y a une autre chose importante, c'est que l'équipe mesure sa performance pour elle-même. Ce n'est pas du reporting au chef. C'est est-ce que le boulot que je fais, ça marche ou ça ne marche pas, et qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche mieux. Je me préoccupe de mes utilisateurs, pas du commanditaire, ou pas que du commanditaire. Alors, et les équipes dans tout ça, comment ils vont? Ils souffrent là du lean, ça leur met la pression, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, on a fait un truc, comme on avait un peu de culture agile, en fait, il y avait un système de team mood. Donc, il y a des réunions quotidiennes, des réunions d'équipe, des stand-up, et chacun met son team mood. C'est rouge, vert ou orange. Ça peut être n'importe quelle raison. Ma chaudière a pété, j'ai pris une douche froide, il y en a marre, je suis rouge aujourd'hui. Mais ça peut être plus sérieusement, ça fait 3 jours que j'essaie de tester, l'environnement de test n'est toujours pas dispo, j'y arrive pas, c'est frustrant, j'en ai marre, on va être encore bloqué, on ne va pas pouvoir livrer, je suis rouge. Et moi ce que je fais, c'est que je collecte tous ces moods et je calcule un truc qui s'appelle le Net Happiness Score. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est une espèce de NPS. Donc je prends tous les verts, je soustrais les oranges et les rouges et je divise par le nombre de votants. Et je regarde ce que ça donne dans le temps. Donc là, ce que vous voyez, c'est 3 ans de Net Happiness Score. On démarre, vous voyez. Alors j'avais mis la barre à 50, de manière totalement arbitraire. En fait, au départ, je n'avais pas mis de barre du tout parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'objectif. Parce que il ne faut surtout pas mettre d'objectif là-dessus. Sinon, ça pourrit tout le système. Vous biaisez, vous cassez le thermomètre, en fait. Je l'utilise, moi, de 2 façons. Quand c'est dans le rouge, c'est le moment où les équipes sont en difficulté.
Donc là, j'arrête d'amener du challenge et je prends une posture d'aide. Donc je fais des gambas pour comprendre où c'est difficile. Et je fais mon boulot de chef, j'aplanis, je résous les problèmes, je facilite aux interfaces, je réaligne les objectifs, etc. Je viens aider les équipes. Éventuellement, j'amène de la compétence, de l'expertise avec nos partenaires, etc. Et quand c'est bleu, quand tout va bien, c'est à ce moment-là que j'amène le challenge. On va retirer un peu les flux, augmenter les objectifs. Alors c'est un peu difficile parce que ça vient complètement en conflit avec la séquence annuelle d'objectifs et de parts variables des grandes entreprises. Mais en fait, ça permet d'appuyer au moment où on peut être entendu, on peut être écouté, et au contraire, de venir aider quand il y en a besoin. Il y a un truc assez marrant, il y a une saisonnalité là-dedans. Vous allez repérer qu'au mois d'août, on a toujours des scores phénoménaux. Donc en fait, le meilleur moyen d'être heureux au travail, c'est encore de partir en vacances. Donc je vous laisse méditer cette découverte profonde. Alors ce que vous voyez quand même, c'est que la tendance globalement s'améliore. Les moods rouges disparaissent en fait, parce qu'on résout les problèmes. Et en fait, dans le lean, les gens sont beaucoup plus heureux, les équipiers. Ceux qui souffrent, c'est les managers, ce n'est pas les équipiers. Si on regarde un peu le bilan au bout de 3 ans de transformation lean à Michelin dans cette équipe data, qu'est-ce qu'on observe? Alors, on observe la user sat, vous l'avez vu, on est passé de je sais pas à +4 à +60 de NPS. La qualité, vous l'avez vu, on a réduit le nombre d'incidents, et c'est de là qu'on sort les 3 millions d'euros par an. On les a réduits à peu près d'un quart. Donc, ça ne fait pas des miracles, hein. C'est pas divisé par 10, mais déjà un quart, ça crée énormément de valeur. Le time to market, on fait des flux EDI, et à ce moment-là, en moyenne, pour sortir un flux EDI, quand j'arrive, on me prend 6 mois. C'est pas rare, hein, ça se produit à plusieurs endroits, ça. Et en 2 ans, on est arrivé à 3 semaines, et je crois que maintenant, ils sont à peu près à 10 jours de time to market. Donc, ça a continué à progresser après mon départ, ce qui est très rassurant. Et puis enfin, le Net Happiness Score, les équipes sont bien plus heureuses. Après tous ces résultats, un jour, mon chef m'appelle et me dit « Étienne, bon, pas mal, l'équipe a super bien progressé et tout. On voudrait te proposer de prendre la responsabilité de l'informatique du groupe Euromaster. » Alors, Euromaster, en fait, c'est une filiale à 100% du groupe Michelin. Et on offre des services aux flottes et aux conducteurs autour du pneumatique et de la maintenance rapide de véhicules, avec un gros focus sur la sécurité. Bon, c'est qui on est. On est assez connu pour notre activité, on est assez connu du grand public pour notre activité véhicules légers. Et en fait, une grande partie de notre activité est sur les véhicules industriels. C'est une entreprise qui a un réseau européen de garages, en fait. Donc, il y a 1500 points de vente en propre, donc une informatique très répartie, 10 000 employés et 1500 véhicules mobiles, des petites camionnettes qui viennent réparer votre voiture ou vos pneus sur votre parking. Et vous voyez qu'on est dans toute l'Europe, hein, de la Turquie jusqu'à l'Écosse, la Finlande jusqu'au Portugal, on est un peu partout. L'IT, c'est pas terrible, hein, Euromaster. J'arrive il y a 1 an et demi, et l'IT est perçue, et elle est très chère. Elle ne crée pas beaucoup de valeur business, elle ne supporte pas tellement les initiatives business, elle est très obsolète, compliquée, fragmentée, les process ne sont pas unifiés, et il y a une rupture de confiance entre l'informatique et le métier. Donc ce n'est pas un beau greenfield tout propre, quoi. C'est une moyenne entreprise normale qui a grandi vite par acquisitions successives, et son système d'info est à l'image de cette croissance, et c'est difficile. C'est difficile. Donc quand on arrive dans une situation comme ça, par où on commence en fait? Alors la première chose que je fais, j'arrive le 1er septembre, le 15 septembre, je bloque dans mon agenda tous les jeudis à 15h, 1 heure de problem solving. Je donne la responsabilité au patron du support d'amener chaque semaine un problème à résoudre. Bon, il a le choix, hein. Au support il n'y a que ça, des problèmes. Donc, voilà, Par contre, c'est lui qui choisit. Il choisit quel problème il amène à résoudre. Et on mobilise l'ensemble de direction IT, l'ensemble de l'équipe de direction, participation obligatoire, pour résoudre le problème. Donc obligatoire, ça veut dire exemplaire. Ça veut dire que moi, quoi qu'il arrive, tous les jeudis à 15h, je serai dans cette réunion de résolution de problèmes. Et donc tout à l'heure, je vais avoir un problème cornélien de choix à faire dans cette journée qui est un jeudi.
Bien sûr, je mets en place un temps de Kaizen, et donc je protège une demi-journée par semaine de Kaizen, où l'équipe a le temps de résoudre les problèmes. Et enfin, je mets en place un visual management. Alors, le premier visual management que j'ai dû faire, je travaillais encore avec Pierre à ce moment-là, et un jour, il me dit « Étienne, qu'est-ce que tu veux réussir ?» Alors, je lui dis bah, « C'est facile, hein. Moi, je veux que les projets arrivent à l'heure et résoudre les problèmes au support. » quoi. Il dit « Non, 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 tes chefs de projet s'occupent des projets. Jean-Claude, le patron du support, s'occupe de résoudre les problèmes. Il fait ça très bien, t'inquiète pas. Mais toi, patron de l'équipe, qu'est-ce que tu veux réussir ?» Et là, je me suis infoutu de dire ce que je veux réussir. J'ai jamais réfléchi au truc. Et alors l'avantage de ne pas être tout seul, c'est quand on coule comme ça, glou, 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 il me rattrape, il me dit écoute, si tu sais pas quoi faire, tu fais déjà customer sat, coût, qualité, délai, puis ça sera pas mal. Je saute sur la boîte de sauvetage et je fais ça. Et mon premier visual management, c'est ça. Et depuis, il n'a pas énormément évolué. Il a cette tête-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même éclaté en deux parties les activités de run et les activités de build. J'ai gardé la user sat en premier, puis la qualité qui contribue à la user sat, puis l'accélération ou le time to market, et je n'ai pas conservé les coûts. J'ai mis ça sur un autre panneau qui sont les objectifs de soutien, en fait. Ça sont les objectifs de réussite ou les objectifs de résultat. J'ai d'autres objectifs de moyens, alors notamment le Green IT, notamment le budget, la gestion des carrières, des métiers, etc. Mais tout ça vient en soutien de ces ambitions de réussite qui sont là. Il y en a que je trouve à mon arrivée. Vous voyez que je n'ai pas de Net Promoter Score, on ne mesure rien sur la satisfaction utilisateur sur le build. On n'a rien en termes d'on-time delivery et de time to market. Donc l'on-time delivery, c'est est-ce que je fais ce que j'ai dit, est-ce que je livre à l'heure? Et une fois qu'on livre à l'heure, on peut se poser la question de est-ce que je pourrais aller plus vite, le time to market. Mais il faut les prendre dans cet ordre-là. Pour le moment, il n'y a rien. Par contre, je trouve le mean time to repair, je trouve le nombre d'incidents et je trouve les change failed. Ça vous parle à peu près, ça va? C'est bon. Et il y en a un qui n'existe pas et que je crée assez facilement, assez vite, c'est ce que j'appelle les Green Days. Alors les Green Days, c'est hérité de l'expérience Michelin. Tous les jours, je prends un représentant du métier dans un pays et il va donner une couleur à la journée, rouge, orange, vert. Vert, on a pu faire notre boulot avec l'informatique, pas de problème. Orange, ça a cafouillé, il y a des centres qui ne pouvaient pas bosser, mais globalement, ça marchait à peu près. Et rouge, tout est pété, il y a des fonctions transverses qui sont HS. C'est purement un ressenti, il n'est pas obligé de justifier, il décide. Ce que je veux capter, c'est le ressenti des utilisateurs. Alors, les Green Day. Le business d'Euromaster, c'est un business saisonnalisé. On travaille à fond en novembre-décembre pour monter les pneus hiver et à fond en mars-avril pour monter les pneus été. Et en janvier-février, là, on a un creux, et puis on a un creux pendant l'été, en fait, où on est vraiment sous-activité. Un centre Euromaster, au mois de novembre, en général, il y a une tente, un jamboree sur le parking, avec des machines à monter des pneus, des intérimaires, et ça crache un véhicule tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Ça travaille vraiment à fond. Et c'est le moment que le système d'info choisit pour s'écrouler. Donc on ne peut plus faire de devis, on ne peut plus facturer, on n'a plus d'autorisation de travail sur les gestions de flotte, c'est l'enfer. Je vous laisse imaginer, patron de centre face à un client, je peux vous les monter vos pneus, faites-moi confiance, vous allez voir, c'est pas cher, et on le fait vachement bien, mais je ne peux pas vous imprimer de devis, je suis désolé. Vous n'allez pas rester. Hein. Ou sinon, on a pu vous faire un devis, ça y est, votre voiture est prête, la voilà, mais je ne peux pas vous imprimer de facture, je vous l'enverrai chez vous. Je vous laisse imaginer les efforts de recouvrement d'une facture envoyée au domicile. Et en plus, le patron du centre, après avoir fait une journée 7h, 18h à fond, ça sortira avec lui toutes les 10 minutes, il reste jusqu'à 20h pour imprimer les factures quand elles sont disponibles. C'est l'horreur, en fait. Et là, ce qu'on mesure, c'est... alors, c'est les périodes qui sont jaunes, là. Les 3-4, c'est mars-avril, 10-11, octobre-novembre. Et vous voyez, le taux de disponibilité du système d'info, il s'écroule à 25%. Ça veut dire qu'il marche 1 jour sur 4. C'est vraiment affreux. Et donc, on se focalise là-dessus. En fait, on essaye de résoudre ce problème-là. Et vous voyez qu'on y arrive à peu près. Première campagne d'été, là, ça va déjà mieux.
Alors mieux, façon de parler, hein, c'est 50%, un jour sur deux, ça ne marche pas. Et puis, la campagne hiver d'octobre dernier, on était presque à premier objectif de 70%. Donc en fait, en mettant en place une résolution de problème, une focalisation sur la perception client, avec des moyens de mesure très très simples, c'est juste, il y a un correspondant qui décide si c'est rouge, vert, orange, c'est tout. On arrive déjà à tirer un progrès considérable et à se focaliser sur le bon objectif. On a remonté, là on était à 70% d'objectifs. On a fait 74 cette année, on le voit là, ouais. Et on a fixé l'objectif de 2024 à 80. Alors moi je crois aux utilisateurs. Alors je sais qu'il y a un ou deux titres de conférences un peu provocateurs sur les utilisateurs, je les ai vus. Il faut câliner les utilisateurs. Je le dis et je l'écris comme ça, cuddle the users. Il faut câliner les utilisateurs. C'est super important. Parce qu'en fait, si nous on ne le fait pas, un jour il y a quelqu'un d'autre qui le fera à notre place. Donc si on veut garder son job, il faut se préoccuper des utilisateurs. Il faut écrire ses ambitions, ce qu'on veut réussir. C'est assez difficile en fait. Souvenez-vous, tout à l'heure, la première fois qu'il a fallu que je le fasse, j'y arrivais pas. Et maintenant, je me force à écrire les ambitions. Et je force mes équipes à le faire. Alors, ce système d'ambition, il y a un truc là. Moi, j'écris mon intention, ce que je veux réussir. Et je demande à mes managers de s'inspirer de ça, de s'inspirer du retour de leurs utilisateurs pour écrire leurs ambitions à eux. C'est important qu'ils les écrivent. Ça, je les oblige à le faire. Par contre, je ne choisis pas ce qu'ils vont écrire. Et je leur demande de me le présenter, de me le raconter. Et en fait, c'est un contrat d'intention. C'est-à-dire, moi, j'exprime mon intention, et ils me donnent en retour ce qu'ils en ont compris et ce qu'ils ont l'intention de faire pour contribuer à ces intentions, à mes intentions à moi, dans le contexte particulier de leur technologie et de leurs utilisateurs. Et je n'ai pas besoin que la totalité de mes intentions se retrouve dans les leurs. Il peut y en avoir une qui n'a rien à voir avec ce que je demande, une ou plusieurs. Mais il faut que globalement, le sens et l'orientation s'y retrouvent. Ce contrat d'intention, il est très important parce que c'est la clé de l'autonomie. C'est qu'une fois qu'on est d'accord sur ce qu'on cherche à faire, j'ai plus besoin d'être en command and control. L'intention, il me l'a déclarée. Ce que je vais vérifier, c'est que son système de monitoring, son OBIA, mesure qu'il réussit son intention. Ça, c'est très important. J'ai besoin de le voir. Parce qu'éventuellement, je vais aussi avoir besoin de l'aider. Parce que ça va être difficile. Et donc, en fait, l'abandon du command and control, il se fait au profit de cette responsabilisation, de cette intention déclarée et du système de mesure qui permet de vérifier que j'arrive à faire ce que j'ai dit que j'allais faire. C'est très rassurant pour tout le monde. C'est rassurant pour moi individuellement. J'ai gagné en sérénité, je suis beaucoup moins stressé. C'est très rassurant pour mon chef, parce que c'est affiché dans le couloir et qu'il passe voir et il voit. En France, on a la culture de l'interro-surprise. Un chef command and control, qu'est-ce qu'il fait? Il déboule un jour, il pose une question sur un sujet, et si on répond bien, c'est bon, c'est sous contrôle, et si on ne répond pas bien, c'est pas bon, c'est pas sous contrôle, et là, il commence à faire un drill down. Et en fait, c'est catastrophique ça, parce on est constamment surveillé, exploré, etc. Et pour sortir de ça, en fait, il faut s'exposer considérablement. Le fait de coller sur son mur sa performance, ça tue la culture de l'interro-surprise. Et puis, bien sûr, on relance une académie Lean pour donner aux 10 managers ou 12 managers qui étaient dans l'académie le coup d'avance nécessaire. Et donc, on est toujours en partenariat avec Operaï, on relance cette académie avec Sophie. Je voudrais vous partager deux mesures sur les incidents. Donc, vous avez vu qu'il y a un problème de qualité assez sensible. Là, ce que vous voyez, c'est le nombre moyen d'incidents de sévérité 1, les incidents très graves, qui se produisent tous les mois. Donc, il y en a une dizaine en moyenne. Et vous voyez qu'il y a énormément de variabilité. On a des pics d'incidents à 18, parfois on est à 4 ou 6. Donc, on peut faire assez bien. Mais pendant les peak seasons, le moment où on a besoin que l'informatique marche, on a un pic d'incidents à 18, à peu près 16, 15 par là. Donc on met en place les résolutions de problèmes, les QRQC, la UserSat, etc. Et on est assez bien arrivé à stabiliser ce nombre d'incidents. Vous voyez que là, en ce moment, on est aux alentours on a un minimum répétable à 4. C'est l'objectif de 2024. Donc ça marchait assez bien. J'ai eu une mauvaise surprise quand je prends les incidents dans leur totalité.
Là, ce que vous voyez, c'est le nombre moyen d'incidents ouverts tous les mois. Toujours même définition, hein. C'est un utilisateur qui appelle le support pour résoudre un problème. Qu'on est à 610, je fais comme d'habitude, je mets un objectif 1% tous les mois, 12% en fin de l'année, parfois 10 quand je neutralise le mois d'août, mois de décembre. Et on l'atteint, on le surperforme même. Donc je suis très content. On a encore ce pic là pendant la peak season qui me déplaît, mais ça s'améliore bien, la tendance est bonne. 2023, ça continue, on continue de s'améliorer. Et là, bing, au mois de juin, mauvaise surprise, le nombre d'incidents monte. Je me dis, est-ce que c'est un incident? Bon, on se met en route, hein, PDCA, analyse des causes et tout. Puis on analyse les incidents, mais alors d'abord, la qualité de données est catastrophique. C'est super dur de lire dans les incidents quelle est l'application, le groupe, etc. On ne voit pas bien. Et puis en plus, on ne trouve rien de vraiment saillant. Il y a bien une release sur l'outil de gestion dans les centres qui n'était pas terrible, qui a fait 47 incidents de plus, mais ce n'est pas très saillant. Et puis le mois suivant, ça continue d'exploser, 789. Petite pause au mois d'août et retour en septembre, bing, ça remonte encore plus. Donc là, branle-bas de combat, on fait une analyse très profonde du truc et on s'aperçoit qu'en fait, les utilisateurs avaient tellement plus confiance dans l'informatique qu'ils n'appelaient même plus pour loguer les incidents. Ils appelaient un copain, ils se débrouillaient. Il y a des centres qui impriment tous les soirs l'agenda complet du lendemain au cas où l'informatique planterait. Tous les soirs. Et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'à force de s'occuper des problèmes, on a recréé la confiance et les utilisateurs sont remis à loguer des tickets. Il n'y a pas plus d'incidents, mais il y a beaucoup plus de tickets. C'est juste qu'on ne les voyait pas. On avait un angle mort monstrueux. Alors d'un côté, c'est très très bien. D'un autre côté, ça me pose deux difficultés. C'est que j'avais fixé un bel objectif de part variable sur la baisse du nombre d'incidents. Et là, la situation managériale est un poil compliquée parce que c'est très très bien que les utilisateurs loguent plus d'incidents. Bon, néanmoins, derrière chaque incident, il y a un vrai problème qu'il faut résoudre. Il y a un vrai problème de qualité. Mais bon, l'indicateur, zéro. Voilà. Donc c'est un moment où il faut être un peu fort managérialement et croire à sa démarche de pilotage par la performance comme seul juge de paix de l'équipe. Les gars, ça y est pas, quoi. Voilà. Alors ça continue d'empirer ou de s'améliorer, c'est comme on veut. On a de plus en plus d'incidents, de tickets d'incidents, et on peut travailler sur les causes de nos problèmes parce que maintenant on les voit. Au bout d'un an de transformation à Euromaster, on en est où? Il y a 1 an et quelques mois là. Alors d'abord, vous voyez la satisfaction utilisateur. Donc on n'a pas encore de NPS. On commence à avoir les premières mesures de NPS maintenant. On fait 13 points d'amélioration des Green Days. On est passé à 74% et on a un objectif à 80%. Sur la qualité produit, alors vous avez vu, hein, je ne peux pas mesurer une baisse du nombre d'incidents, il explose. Mais quand on regarde les incidents critiques, ça s'est bien amélioré. Vous vous souvenez, les pics à 18, là on ne les voit plus et maintenant on est à 4. Donc on a non seulement stabilisé la variabilité, mais même amélioré la moyenne. Le time to market s'est bien amélioré aussi. Je ne suis pas passé dessus, mais le mean time to repair a été divisé par 4. Et sur les incidents de sévérité 1, à peu près aussi, on est passé de grosso modo 2 jours à 4 heures. Et les conditions de succès, alors là, j'ai 2 mesures. Michelin, dans la totalité du groupe, fait chaque année une enquête auprès de ses employés pour mesurer 3 grandes performances qui sont l'engagement, la responsabilisation et la qualité managériale. Et en général, dans ces grandes enquêtes, quand on gagne 1 ou 2 points par an, on peut être assez content. Et là, on a augmenté de 10 points d'un coup sur l'engagement. Si je regarde les team mood, on n'a pas encore de gain très très net. On est dans la première année où on a la variabilité là. Vous n'allez pas voir de gain très très significatif, pas encore. Bon, j'espère qu'ils vont venir. Voilà, et il nous reste 10 minutes, un quart d'heure à peu près pour répondre à vos questions, échanger sur le sujet. Sarah a un micro pour vous si vous avez des questions et j'ai essayé d'y répondre du mieux que je peux. Bonjour, d'abord merci pour cette présentation très intéressante.
Je suis France Travail et on est en train de mettre en place du Lean, et notamment de l'analyse de problèmes. Et je m'interroge sur la manière dont vous accompagnez les équipes, notamment pour faire du Kaizen sur une demi-journée. Pour faire quoi, pardon, Pour faire le Kaizen d'une demi-journée, et comment vous accompagnez les équipes dans ce travail-là, en fait? Moi, en tant que manager, hein, ou globalement dans l'organisation, alors, en gros, première chose, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que ce créneau de résolution de problèmes les jeudis à 15 h est sacré. Il faut vraiment il faut y aller à chaque fois, quoi. Deuxième chose, c'est la méthode de résolution de problèmes. On a tendance à faire des raccourcis, un problème, une solution, et en fait, il faut apprendre à se poser pour réfléchir. Et ça, la méthode PDCA ou QRQC aide beaucoup à ça. Donc il y a un aspect méthodique, où on va se poser pour, d'abord, est-ce que c'est grave ? Quel est le contexte, le process dans lequel on est en train de travailler, qu'est-ce qu'on veut atteindre, quel est l'objectif, quelles sont les hypothèses de cause, et puis cause racine. Et quand on a fait ça, on commence à réfléchir à la résolution, à part les 2-3 actions urgentes de protection du client. Et on va mesurer qu'effectivement, on est bien en train de résoudre le problème. Et puis, il y a un défi que j'ai depuis toujours dans le Lean, c'est comment on fait pour maintenir le feu sacré du progrès continu. Alors ça, c'est, à part de la posture managériale, je ne vais pas trouver de miracle. En fait, c'est un truc qu'il faut entretenir. C'est comme le foyer dans une maison, il faut remettre des bûches, il faut souffler sur le feu, tout ça, parce que sinon ça s'éteint. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Toute l'équipe participe? Alors, dans le 15 h, toute l'équipe de direction participe obligatoirement, de direction IT, plus les gens qui sont concernés par le sujet, plus tous les volontaires. Donc, dans les volontaires, c'est les gens que ça intéresse de venir écouter pour apprendre, en fait. Je ne le rends pas obligatoire, ça. Et c'est un peu la mesure du succès du truc. Je ne le rends pas obligatoire. Alors, typiquement, là-dedans, on va trouver les gens qui sont loin du central, les gens des pays qui viennent écouter, parce qu'ils apprennent énormément sur la façon dont ça fonctionne, et ça leur permet d'expliquer ce qui se passe après. On va trouver les gens curieux, et voilà. Ok. Donc, vous avez une partie analyse de problème au niveau de la direction. Oui. Et vous avez, pour chaque équipe, une demi-journée consacrée chaque semaine pour leur analyse de problème. Oui, exactement, du Kaizen. Voilà. Et l'équipe, est-ce que toutes les personnes de l'équipe y participent? Et comment l'équipe est accompagnée pour faire cette analyse de problème sur la demi-journée? Alors, oui, toutes les personnes de l'équipe participent au Kaizen. Ça c'est obligatoire. Et le Kaizen doit se faire en équipe, pas individuellement. Ils sont accompagnés par du coaching. Au départ, le Kaizen, il faut le laisser un peu libre. Parce qu'en fait, il faut que ce soit le moment où l'équipe se retrouve et commence à travailler ensemble sur ses problèmes. Et au fur et à mesure que ça se met en place, j'utilise le coaching pour forcer l'équipe à attaquer des résolutions de problèmes formelles. Mais au départ, non. Et très souvent, au départ, ils font des trucs tout simples, comme juste décrire qui ils sont, parler de leur identité, des projets qu'ils font, faire un mur de succès, des trucs comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Au départ, c'est une phase d'appropriation. Et au bout de quelques mois, il faut commencer à encadrer pour que le Kaizen soit utilisé pour la résolution de problèmes. Voilà, de mon expérience. Ok, merci. Merci pour cette présentation. Bonjour. Juste, j'aurais aimé vous écouter, vous entendre sur la partie agilité à l'échelle, parce qu'on comprend que vous avez performé, que ce soit chez Michelin ou chez Euromaster, au sein d'une DSI. Donc bravo pour ça, pour ces résultats. Comment ça s'est passé avec le reste de l'entreprise, la RH Quel est votre retour d'expérience d'une façon générale? Alors, la transformation Lean Agile à Michelin, elle est essentiellement sur le périmètre IT. Michelin n'est pas une entreprise agile ou Lean, mais elle est Lean compatible. C'est-à-dire que les valeurs fondamentales de Michelin sont compatibles avec le Toyota Way. C'est le respect du client, le respect des faits, tout ça, le respect des personnes. C'est dans les gènes de Michelin depuis les années 20. Et en fait, ça a fait un terrain accueillant pour le Lean. Mais à ma connaissance, l'essentiel de la démarche Lean exigeante
au sens du Toyota Production System et du Toyota Way, cette exigence de la mesure, de la recherche de problèmes, etc., on le trouve essentiellement à l'informatique. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, c'est quand même assez bluffant, les résultats, quoi. Et ça finit par se voir. Et du coup, en informatique, on travaille en permanence avec les gens du métier, et il y a des personnes dans le métier qui se disent, mais en même temps, moi j'aimerais bien faire ça, moi aussi, j'aimerais bien apprendre à faire ça. Et donc, petit à petit, dans les académies, on a fait plusieurs, on a accueilli nos collègues métiers qui travaillaient avec nous tous les jours. Et donc, ils ont fait un PDCA, et alors, au métier, la valeur des PDCA est hallucinatoire, quoi. Autant en informatique, c'est assez intéressant, mais quand on commence à les faire dans des directions métiers, on sort des dizaines de millions d'euros par PDCA. C'est vraiment impressionnant. Donc ça se fait par contagion, par réplique en fait, par exemplarité. Merci beaucoup pour la presse, c'était super intéressant. Moi j'ai une question. En gros, ce que je retiens, c'est que pour mener ce type de transformation, il y a un certain niveau de sponsoring important. Oui. En l'occurrence, vous. Du coup, vous parlez de votre propre transformation qui a été amenée par une jeune personne. Lorsqu'on manque de sponsoring par rapport à changer justement une entreprise, est-ce que vous avez des tips pour faire en sorte qu'on puisse amener une transfo lorsque le groupe pense qu'il n'en a pas forcément besoin? Oui. C'est très mystérieux ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un bascule? Là, dans mon équipe, on a fait une académie pendant 1 an. Et il y a un des gars dans l'académie, un des managers, qui n'en pouvait plus, quoi. L'école, les exercices, tout ça. Et Chloé, à Eurofin, nous a fait le plaisir de nous accueillir. On a fait une visite terrain dans son laboratoire d'analyse matériaux, qui est Lean. Et en fait, ça a complètement transformé ce manager. Et 2 semaines après, il avait fait un visual management qui est absolument bluffant. Qu'est-ce qui s'est passé à Eurofin? Qu'est-ce que ce laboratoire d'analyse matériaux a créé comme émotion au sein de... Je ne sais pas. Mais en fait, je pense qu'il y a toujours un élément commun, c'est un choc émotionnel. Il y a un moment, on voit un truc, on se dit « Ah ouais, non ». Et alors j'ai beaucoup de respect pour les coachs Lean Agile, parce qu'en fait, il faut qu'ils créent un choc émotionnel, et c'est très dur à faire. Alors, un des trucs que Nicolas avait fait un jour, pour rentrer sur le site du siège social de Michelin, il y a des espèces de barrières de hachoirs. On badge et on passe à travers cette barrière. Et un jour, on avait un steering committee à 13h, il était midi, il fallait qu'on aille déjeuner à la cantine, il y a toujours un peu de queue du monde, on était un peu à la bourre. Et puis Nicolas me dit, tiens, tu peux me passer ton badge? Je ne comprends pas trop pourquoi, je lui passe mon badge. Il passe le hachoir, il se met de l'autre côté, puis il attend. Je dis, Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Passe-moi mon badge. Il me dit non. Alors, ça me chauffe un peu. Il me dit, Nicolas, c'est bon, passe-moi mon badge. Non. Genre, je m'énerve, Nicolas, arrête tes âneries, on a un steering committee à 13h, on va être en retard, passe-moi mon badge. Là, il tend le badge à travers la grille et il le garde. Il me dit, tu vois, ça, c'est ce que tu fais subir à tes équipes tous les jours. Qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, tu vois, quand ton DevOps, il fait une checklist grande comme le bras pour pouvoir mettre en prod un truc qu'il a conçu lui-même et dont il a fabriqué le process de move to prod, c'est ça que tu fais. Quand ton chef de projet, il est obligé de remonter 3 niveaux hiérarchiques pour pouvoir bouger un jalon, c'est ça que tu fais. Il tape comme ça, boum, boum, boum. Je dis, c'est bon, Nicolas, arrête de taper, j'ai compris. J'ai compris, voilà. Et en fait, il faut une certaine confiance. Il faut un match de personnalité entre le coach et le manager. Il faut des chocs émotionnels, de prise de conscience. Il faut les fabriquer. Il faut quand même qu'il y en ait un dans l'entreprise qui soit sponsor du truc. Hein. Au moins le département méthode. Sinon, ça va être compliqué. Hein. Merci. Dans la continuité, Nicolas, il avait quel mandat sur le projet qui allait foirer et qui finalement n'a pas foiré? Attends, j'ai pas bien entendu. Quel mandat sur le projet qui était censé foirer, Nicolas, il avait quel mandat? Ah, aucun. C'était un coach. D'accord, mais qu'est-ce qu'il avait le droit de faire et de pas faire en fait? Est-ce qu'il avait le droit d'appliquer son agilité à fond ou... D'accord. En fait, j'en avais rien à foutre. Il y avait carte blanche parce que de toute façon, le oui. projet allait foirer. En fait, je l'avais juste mis là pour qu'il s'épuise. Hein.
Donc ils pouvaient bien faire ce qu'ils voulaient. Et de toute façon, je ne prenais pas de risque. J'étais persuadé que le projet n'arriverait pas à l'heure. Donc au minimum, il s'épuisait. Au mieux, il me servait de bouc émissaire. Donc il pouvait, au contraire, plus il en faisait, mieux c'était. Non, là vraiment... Après, par contre, quand on a fait la transformation du programme ensemble, il fallait que je comprenne. Donc là, c'était un peu dur pour lui parce qu'il a fallu qu'il m'explique et que j'accepte. Mais et puis en plus, moi, après, il a fallu que je le porte vis-à-vis du management du programme. Merci. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation, super. Enfin, voilà, le déroulé, l'explication, le storytelling. Merci. Voilà. Et notamment sur la partie, effectivement, people, on va dire équipe, que je vois pas souvent dans le Lean, effectivement, ce mesure du mood, suivre le mood comme ça. Souvent, le Lean, c'est un peu froid, et je pense que ça ramène un peu de chaleur d'équipe. C'est pas ça que je voulais vous demander. Effectivement, c'était sur le sujet Nicolas, en fait. Quand il est passé sur le programme, pour vous, ça a été ce moment, c'est-à-dire le moment où il a fait son projet qui a été ce choc émotionnel, Oui. ou alors ça s'est fait un petit peu au cours du temps Non, c'était un choc d'une... Ouais, Enfin, ok. il faut se rendre compte qu'à l'époque, je ne sais pas ce que c'est un Gemba, je pilote depuis mon bureau, ou d'une salle de réunion où les chefs de projet viennent faire du reporting. Je ne mets jamais les pieds sur les plateaux, c'est assez rare. Et quand je le fais, c'est que je suis en train de faire des interro-surprises, des carottages. Donc, ce n'est pas bon signe. Et donc, il y a cette crise de confiance à un moment donné entre ce projet dont on me dit tout va bien, et moi, je suis convaincu dans la réalité que je me suis fabriqué dans ma tête que ça ne va pas, en fait. Et je fais ce que j'appelle à l'époque un passage basse altitude. En fait, c'est une forme de Gemba, mais et j'y vais. Et là, j'avais pas vu, moi, tous les post-it, tout ça, les bouts de laine. L'équipe qui collaborait de manière aussi harmonieuse, tout ça, c'est des chocs émotionnels qui se produisent vraiment en une heure, quoi. Non, c'est pas progressif. Alors après, l'apprentissage du pourquoi, comment ça marche, les méthodes, qu'est-ce qu'il faut changer, tout ça, ça a été long. C'est 2 ans en vrai à peu près, quoi. Mais le choc, il est immédiat. Dans mon cas. Merci.